Que vous venez de vivre durant quelques secondes, c'est ce que j'ai vécu durant 38 ans. Voir les lèvres de mes interlocuteurs bouger sans avoir la moindre idée de ce qu'ils me disaient. Et le pire, c'est que je ne disais rien de maturité, par peur du rejet. Qui n'a pas rêvé un jour de se déconnecter temporairement d'un environnement bruyant? Pour moi, la nature m'a offert ce luxe à la naissance. Sauf que ce n'est pas temporaire. Longtemps, j'ai préféré laisser penser que je ne comprenais pas, plutôt qu'avouer que j'étais malentendant. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être catalogué comme pas très intelligent. C'était, dans le meilleur des cas, avec des gens plutôt bienveillants. Ça a provoqué des quiproquos parfois complexes que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne comprenais pas ce que l'on me disait. Et du coup, j'ai préféré rester dans cette situation-là, de doute. Ça a duré très longtemps, vous allez vous en rendre compte. Et les gens qui considéraient que j'étais stupide, et ça, j'ai pas d'avis là-dessus, c'était une vérité, mais en tous les cas, c'était les gens plutôt bienveillants qui disaient ça. Quand, euh, quand j'ai commencé à me poser, à avancer dans la vie sur ce sujet-là, effectivement, j'ai essayé de rentrer en contact, de me reconnecter. La surdité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible, en tous les cas pas au premier abord. Par contre, c'est quelque chose qui vous a tous surpris un jour ou l'autre. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation et qui ne comprend pas forcément ce que vous allez lui dire et qui va laisser tomber au bout d'un moment parce qu'il vous aura fait répéter 3 fois. Ça a d'autres aspects. C'est sur la socialisation, par exemple. Je n'ai pas fait la maternelle, par exemple. Enfin, j'ai fait la maternelle, mais le premier jour, j'avais 3 ans, n'ayant pas compris la consigne d'aller me rendre à la cantine pour le déjeuner, j'ai suivi ceux qui rentraient chez eux. Donc à 3 ans, j'ai fait 2 kilomètres dans la campagne, personne ne m'attendait nulle part parce que j'étais comptabilisé pour être à la cantine. Et donc un petit machin comme ça, partir, et j'ai fait le mur à 3 ans. Ma mère était traumatisée par l'événement, le village était sans dessus-dessous, hein, vous imaginez. Et donc du coup, ma mère ne m'a jamais remis à l'école maternelle. Donc j'ai au moins gagné ça. J'ai vu un premier bénéfice, en tout cas, être malentendant. Ma mère, perturbée par ma surdité, a tout tenté pour me faire appareiller. Donc je vous rappelle qu'on est dans les années 75, 77. 75-76, je me souviens le premier appareillage que j'ai tenté, qui était loin d'être celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc en 76, le Walkman n'a pas encore été inventé. Les gros écouteurs que vous voyez dans le métro ne sont pas du tout encore à la mode. Moi, je suis hyper complexé. Et je n'en parle à personne, même pas à ma famille. Pour moi, c'est un déni de surdité. À l'école, si vous vous souvenez, vous vous projetez pour certains sur cette époque-là, à l'école, vous avez des gens qui portent des lunettes qu'on appelle des binoclars, qui sont souvent frappés et des souffres-douleurs de ceux qui sont un peu plus costauds, un peu plus stupides. Et du coup, je me dis, je ne suis pas encore fort. À 10-12 ans, je ne me sens pas capable d'affronter le regard de l'autre en me disant, je vais me balader avec une saucisse beige sur la tête toute la journée, avec un tuyau qui va dans l'oreille. Je me dis, je préfère à la rigueur passer pour stupide qu'avoir cet accessoire sur la tête. C'est comme ça que je l'avais vécu à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait une scolarité plutôt chaotique.
Quand vous n'entendez pas grand-chose de ce que le prof dit, c'est plus compliqué à noter, encore plus à restituer. Par contre, j'ai fait mon service militaire. Alors l'armée ne voulait pas de moi, mais moi je voulais faire mon service militaire. Elle ne voulait pas de moi parce que c'était un risque pour elle de prendre un sourd, ou en tous les cas malentendant, parce qu'on tirait avec des fusils. Donc elle ne voulait pas de moi. J'ai fait le fou, pas de là à me faire réformer, mais en tous les cas, je ne quittais pas les 3 jours, ce qu'on appelait à l'époque les 3 jours, pour ceux qui n'ont pas connu le service, tant qu'ils ne m'avaient pas signé le papier. J'ai eu le tampon apte, effectivement, mais bon, j'ai fait le service pas là où je voulais faire les parachutistes, ils m'ont fait conduire des camions et des bus, mais au moins j'ai fait l'armée. Et ça rendait dingue les copains de Chambray, parce qu'eux avaient tout fait pour se faire réformer. Beaucoup n'ont pas connu l'époque du service militaire, mais tout le monde cherchait à se faire réformer. Et moi, le seul, moi j'étais réformable tout de suite, j'étais en capacité de ne pas faire mon service, et moi j'ai insisté pour le faire. Et ils ne comprenaient pas. Et je leur ai expliqué, mais c'est pas le service que je voulais faire. Je voulais juste être pour une fois comme tout le monde. Donc j'ai fait l'armée. Ensuite, dans le boulot, je me suis rendu compte assez rapidement que la réussite créait le contact, la connexion, l'envie d'aller vers les autres. Hein. Et cette acceptation, enfin, des autres a fait que j'ai toujours eu envie d'être dans les premiers, dans chacun des jobs que j'ai occupés. Parce que quand on est premier, du coup, le handicap s'éteint. Et surtout, je suis malentendant, je ne suis pas débile. Souvent, quand on voit un sourd, on se dit, mais il est malade, il ne comprend pas ce qu'on dit, c'est un débile. Souvent, on me l'a souvent dit. Je ne voulais pas cumuler, en fait, le fait d'être malentendant et nul. Et surtout, je ne voulais pas prendre prétexte de ma surdité pour avoir des résultats médiocres. Donc, voilà, c'est une vie professionnelle qui s'est plutôt pas trop mal passée. Ensuite, en 2003, je rentre d'un voyage en Alsace et je suis avec mes filles qui ont 2 ans et demi et 3 ans et demi. Elles sont à l'arrière du véhicule, hein, dans leur siège auto. Et je m'arrête tout à coup brusquement sur le bas-côté. Ça surprend mes filles. Je m'effondre, je pleure. Et je craque complètement. En fait, ma fille cadette tente de me faire passer un message. Elle me pose une question, en fait. Et je ne comprends pas ce qu'elle me demande. Elle me répète 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis épuisé, voilà, je m'effondre. Ça, c'est le déclencheur. 2003. Et je me dis, j'ai toujours assumé jusque-là le fait de passer pour stupide dans les conversations, le fait voilà, qu'on me déconsidère à ce moment-là parce que j'avais pas interprété comme il fallait les bons signaux. Mais ne pas comprendre mes propres filles, mais demain leurs enfants peut-être, pour moi c'était hors de question. Donc ça a déclenché ma volonté de tout faire pour me faire appareiller. Entre 2003 et 2009, plusieurs tentatives vaines d'appareillage. Avec des appareils extérieurs, intra, etc. Ça ne fonctionnait pas comme il faut par rapport à ma surdité. En 2009, j'étais quand même déterminé à y arriver. Je trouve un programme expérimental américain qui fait des essais en Europe parce que trop coûteux aux États-Unis sur une technologie d'implant interne qu'ils sont en train de lancer sur le marché. Ils ont besoin de 7 cobayes. Je ferai partie du lot et je serai le deuxième, le premier français et le deuxième européen à recevoir cette technologie. Mais avant d'en arriver là, ils m'avertissent bien, ils me disent mais attention, c'est irréversible. On coupe.
c'est pas juste un implant qu'on pose. C'est on coupe à l'intérieur, on ouvre, on passe 6h30 dedans, on ouvre et on coupe. Donc vous n'avez plus la possibilité de revenir à la situation antérieure. Une fois qu'on l'a coupé, vous êtes sourd si jamais ça ne fonctionne pas. Et moi, convaincu, d'abord j'avais très envie de tenter l'expérience. Donc dans ce cas-là, on passe un peu sur pas mal de choses. Et je me suis dit, je ne veux pas renoncer à cette chance, quels que soient les risques. Et puis de toute façon, je risque quoi, sincèrement? Je risque de perdre les 5 ans qui viennent, parce que de toute façon, la vocation de ma surdité progressive, bilatérale progressive, c'est de toute façon, à terme, d'être sourd. Donc, je risque ces 5 ans. Et de toute façon, ça vaut le coup de tenter au moins cette expérience. Et puis je me dis, je suis assez costaud, je suis fort, la vie m'a endurci, je vais être capable d'assumer en cas d'échec. Et l'avenir me dira que finalement, tout endurci, tout enrobé que je peux être, finalement, c'est pas aussi simple que ça. En fait, l'opération est un échec. Ça, c'était une des possibilités. C'est pas la plus probable, mais c'était une des possibilités. Dur. Et pourtant, j'avais bien pris soin de réfléchir, voilà, j'avais mesuré le sujet. Et là, je prends une baffe, et une baffe, je suis effondré. J'ai de la famille, heureusement des amis, et ça m'a sauvé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout abandonner. Je me suis dit, de toute façon, j'entends plus rien. Les chirurgiens et le laboratoire ne veulent pas retenter l'opération parce que ça leur pose trop de problèmes techniques, etc. Et d'assurance potentiellement, et qu'ils ne voulaient pas retenter. 1 an plus tard, après avoir insisté, après m'être battu, etc., ils finissent par accepter de réimplanter l'appareil. Et là, succès. Jour pour jour, le 18 juin 2010, succès. Là, je commence à entendre avec ma nouvelle oreille. Voilà ce que j'ai dans la tête. Alors attention, pour les plus sensibles, ça n'est pas à l'échelle. Et vous voyez 2 fils, un qui se positionne derrière le tympan qui sert de micro, et l'autre qui véhicule les sons interprétés par le processeur jusqu'au cerveau. Et lui, par contre, n'a pas du tout été augmenté. Ça n'a pas impacté le cerveau. Aujourd'hui, on me dit que je suis un homme augmenté. Augmenté parce que j'ai une technologie, effectivement, d'intelligence artificielle dans la tête, et que ça remplace mon oreille complètement à l'intérieur. On compare à Steve Austin. Steve Austin, pour les milléniaux de la salle qui n'ont pas connu la série, qui était l'homme qui valait 3 milliards, c'est un astronaute américain qui s'est craché avec sa fusée sur le tarmac et qui a été reconstruit avec des technologies qui, à l'époque, étaient futuristes. Et ces technologies-là, aujourd'hui, elles sont dans ma tête, pour partie, en tous les cas. Donc, merci. Donc je suis un homme bionique, un vrai cyborg, comme disent certains. J'entends non plus avec une oreille interne, mais avec une oreille électronique et une intelligence artificielle pour l'interpréter. Il y a encore des gens pour me dire ah, ça valait le coup tout ça. Franchement, parce que t'entends pas mieux que nous. C'est vrai. Mais j'entends. Pour moi, c'est déjà énorme. Et il y a des bénéfices. Moi, j'habite à l'île Maurice. Pouvoir me baigner, tout est à l'intérieur, pouvoir me baigner sans risquer d'abîmer l'appareil, pouvoir rester branché, connecté, en me baignant. C'est déjà énorme. C'est du confort. Il y a d'autres conforts. Le fait d'avoir la possibilité de faire mes courses sans être embêté, parce que je peux me déconnecter. Je suis un sourd qui peut être sourd à la commande. Je me déconnecte.
J'entends pas les promotions du magasin quand j'ai pas envie de les entendre. J'entends pas le môme hurler quand il dit à sa mère « je veux ce jouet ». Je peux dormir à côté d'une voie ferrée d'un aéroport. Et, hein, vous voyez, il y a un atout sur vous. Et surtout, je peux dormir à côté d'une compagne qui ronflerait. Ah, il y en a certains qui aussi se sentent concernés. Alors c'est la situation idéale dans un couple, sauf la vraie situation idéale, ça serait que les deux soient équipés de la même technologie du coup. Voilà, tout ça c'est bien si et seulement si c'est temporaire. Si j'ai une manette. Aujourd'hui c'est facile de parler de ça, mais quand il a fallu que j'attende 3 mois pour être reconnecté, parce que pour changer la pile, on ouvre. Là, on fait une incision. Moi, je ne suis pas le lapin du Racel, je n'ai pas une trappe, donc on ouvre. Et c'est une opération chirurgicale, même qui ne dure que 45 minutes, mais on ouvre. Et j'ai attendu 3 mois. Donc 3 mois où je suis redevenu sourd. 3 mois où je me suis reposé des milliers de questions parce que je ne savais pas s'ils allaient ou pas remettre la pile. Voilà. Donc quand les 3 mois se sont écoulés, où j'ai été sourd, j'ai écrit, j'ai partagé sur les réseaux sociaux mon expérience, et j'ai eu des gens incroyables qui m'ont rappelé, qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu. Et du coup, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. J'ai participé à une aventure incroyable qui a été initiée par une personne qui a réuni des inconnus sur Twitter, les 612 rencontres, qui m'ont soutenu les nuits d'insomnie. J'ai pu être connecté malgré le fait que j'étais redevenu sourd. Donc les réseaux sociaux ont été pour moi un atout indéniable pour reprendre la vie, pour ne pas laisser tomber mes projets, pour me reconnecter à la vie. Et enfin, il y a une chose que je voulais vous dire, parce que pour moi, c'est l'expérience que j'ai vécue durant toutes ces années, et surtout ces 2 dernières années. Ça m'a appris que la connexion était essentielle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de participer, quand on m'a invité à le faire, à ce TEDx. Il y a l'extraordinaire de la reconnexion, c'est vous. C'est vous. Parce que c'est individuellement, quand on fait attention aux autres, et sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout est démultiplié. C'est cette attention qui vous permet aujourd'hui d'être tous connectés et d'apporter du bonheur aux autres. Merci.